Patrick Hatzig, vice-président mobilité métropole du Grand Nancy. Soyez le bienvenu, monsieur. Et Nicolas Cosson, senior vice-président groupe Data et Digital, président of Keolis. Alors, on va aborder une nouvelle session innovée pour les mobilités. Et ça va être intéressant d'avoir vos deux points de vue, mieux que ça même, vos collaborations, la genèse aussi de ce qui a fait que vous avancez ensemble, les différentes parties prenantes. On l'a déjà évoqué durant la matinée, les mobilités représentent une part majeure de l'empreinte carbone. Il faut bien se le dire aussi du pays en tout cas. Alors imaginer des solutions est nécessaire. Je vous propose justement d'en mettre quelques-unes en avant, ensemble. Patrick, vous êtes donc vice-président mobilité de la métropole du Grand Nancy. Parlez-nous avant toute chose des initiatives. C'est ça qui nous intéresse, des initiatives pour pouvoir montrer l'exemple comme l'a fait Amiens précédemment, et aussi votre plan mobilité qui, je crois, est pour le moins ambitieux. Dites-nous tout. Oui, voilà, un plan mobilité que nous avons défini fin novembre de l'année dernière, après beaucoup de réflexions, beaucoup de concertations, où on a décidé, pour rattraper un certain retard sur différents modes, de pouvoir agir sur tous les leviers de la mobilité. C'est-à-dire stationnement, circulation, piéto, vélo, transport collectif, autopartage, covoiturage, la tarification aussi. Vraiment, tout mode, tous les leviers, pouvoir les actionner tous en même temps. C'est ça aussi l'ambition. La difficulté, mais en même temps la volonté et l'énergie qu'on y met pour réussir. Ça, c'est le premier pilier. Puis un plan d'immobilité qui est aussi construit avec nos voisins, des collectivités territoriales voisines, les EPCI voisins. C'est-à-dire que nous sommes sur Nancy, sur Meurthe-et-Moselle-Sud, sur un bassin de mobilité défini par la région sur Meurthe-et-Moselle-Sud. Donc nous voulons travailler avec tous nos voisins, avec l'ensemble du territoire, et notamment les collectivités territoriales les plus proches, de telle sorte que nous puissions mettre en cohérence l'ensemble de nos réseaux, mais aussi de nos itinéraires. Et donc ça, c'est les deux piliers, vraiment tous les leviers, et avec nos voisins. Donc avec une ambition de 500 millions d'euros, donc déjà 300 millions d'euros sur ce mandat. Alors sur déjà la rénovation de notre ligne structurante Tempo 1, où on change de matériel, où on avait un TVR, peut-être que certains connaissent sur Nancy, avec tous les déboires que nous avons connus. Nous allons investir sur un trolley 24 mètres S, tout électrique, batterie et ligne aérienne de contact. Mais aussi, nous allons ajouter aux 4 autres lignes structurantes que nous avons une ligne structurante supplémentaire. Nous allons aussi retravailler sur les lignes structurantes pour redonner, passer de 17 à 37 km de sites propres, afin d'accélérer la vitesse commerciale. Nous allons travailler aussi avec un nouveau SAE sur lequel nous venons d'investir sur la priorité au feu. Enfin, vraiment faire en sorte que le réseau en lui-même soit plus attractif. Sur le vélo, c'est 68 millions d'euros dans ce mandat où on va réellement faire en sorte que l'ensemble du territoire soit cyclable avec des structurantes, des interquartiers. Je ne rentre pas dans le détail, mais enfin, c'est vraiment quelque chose de lourd. Voilà un petit peu la piétonisation qui est en cours dans les bourgs-centres. Voilà un petit peu ce que nous prévoyons de faire et vraiment pour agir concrètement sur la mobilité. Avec le cap sur 2030 versus 2019, on voit qu'il y a des étapes importantes qui sont passées sur l'utilisation notamment de la voiture aussi, forte baisse. C'est l'objectif en tout cas, sur le plan en tout cas dans le cadre de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Oui, alors vous savez, dans la concertation on a eu, c'était assez marrant d'ailleurs, parce que moi, vous savez, je suis plutôt technicien transport, tout ça, je dis, voilà, faut vraiment agir, taper dans la butte, réussir des investissements, etc. Mais qui disaient, ouais, mais attention, mais quel est votre objectif de réduction de gaz à effet de serre? C'est pas évident comme ça. Je trouve que l'incantation ne suffit pas et ne permet pas. Par contre, il faut vraiment avoir des objectifs. Donc ces objectifs, effectivement, on est sur une réduction de 52% des gaz à effet de serre sur la métropole. Donc c'est un pari, c'est ambitieux. Ce qui veut dire qu'on doit vraiment réussir, je dirais, un report modal conséquent sur de l'autosolisme vers des modes qui émettent moins de gaz à émissions. Voilà. Alors un tel plan, ça suppose de pouvoir le mesurer. C'est souvent quand on se fixe des objectifs, des plans de cette taille, il est question de pouvoir mesurer les comportements finalement aussi des consommateurs, comment les gens se déplacent, comment fait-on pour quantifier ces
ces éléments primordiaux pour vous, via des enquêtes, j'imagine? Oui, alors, il faut voir d'où on vient. On avait un plan de déplacement urbain qui datait de 2006, certes une enquête ménage qui datait de 2013, mais avec une incapacité de pouvoir prévoir, envisager, analyser ce que peut être le report modal, les habitudes prises par les personnes. Et donc, nous avons pris aussi la décision, dans le cadre du plan métropolitain des mobilités, et je ne l'ai pas cité d'ailleurs quand je dis tous les leviers, mais alors, il a son importance, c'est un observatoire des mobilités, de telle sorte que justement on puisse sortir à la limite des PDU qui fixent des choses très statiques, même une enquête ménage qui est assez coûteuse, qui est sur du long terme, et où vraiment on n'a pas une vue dynamique des modifications, enfin, alors, les rapports modaux, enfin, l'usage qui est par tous ceux qui se déplacent. Et donc, un observatoire des mobilités, là, au contraire, c'est un outil qui, à un moment donné, peut nous donner ce qui se passe sur l'ensemble de la métropole en termes de déplacement, tant en transport collectif, en vélo, à pied. Voilà. Et donc, ça nous permet beaucoup plus d'analyser, au fur et à mesure de nos avancées, des travaux que nous mettons en œuvre, de pouvoir savoir ce que sont les résultats qu'on peut obtenir. Par exemple, on a passé à la gratuité le week-end. Eh ben, nous avons un investissement fort actuellement de savoir exactement quel a été l'effet de cette gratuité du week-end sur la fréquentation. On peut aussi profiter, puisque nous sommes au tout début de travaux structurants lourds, on a fait aussi une analyse très précise à l'année zéro, je dirais, au temps zéro, juste avant l'ensemble des modifications qu'on va apporter, pour pouvoir bien comparer au fur et à mesure comment peut se reporter les itinéraires, le report modal et l'ensemble des déplacements sur notre métropole. 1 million de déplacements par jour, et donc une part modale de la voiture, par exemple, qui est de 50%, sachant que la moitié de ces 50%, c'est pour des déplacements de moins de 3 km. C'est-à-dire que là, on a vraiment en perspective cette volonté de dire qu'il y a un report modal extraordinaire à réaliser, mais pourtant, encore faut-il pouvoir avoir les moyens, l'alternative, pouvoir le comptabiliser, pouvoir le connaître. Et donc, l'Observatoire des mobilités, c'est vraiment l'outil qu'il nous faut justement parce qu'on actionne tous les leviers de la mobilité dans ce plan. Alors, pour pouvoir justement éclairer aussi les prises de décision des acteurs publics comme vous, c'est évidemment important d'être bien accompagné aussi, d'être mieux accompagné et puis pouvoir avoir une vision au-delà de la billettique. J'imagine il y a d'autres solutions pour pouvoir identifier les tendances de déplacement de ces flux. Alors concrètement, justement, comment cela fonctionne, Nicolas Cosson, chez OV? Alors, Patrick l'a dit, hein, les enquêtes ménage-déplacement ont tendance à être un peu figées. Donc, ce qui nous intéresse, c'est plutôt une mesure dynamique. On se donne un point de départ, on se donne des objectifs et on mesure à quel point les différentes politiques ont été engagées servent cet objectif. Nous, on avait regardé également chez OV, qui est la filiale digitale du groupe Keolis, l'opportunité des traces mobiles. Les traces mobiles ont une limite parce qu'en fait, elles ne permettent de mesurer que ce qui se passe sur de la longue distance. Donc, vous n'avez pas une précision suffisante pour mesurer ce qui va se passer à l'intérieur d'une métropole dense, donc notamment sur du déplacement vélo-piéton. Les données billettiques, elles sont intéressantes, mais elles sont limitées également puisque en fait, elles vont vous donner un mode de transport à un instant T, donc vous n'avez pas vraiment une vision dynamique et puis vous resterez de toute façon monomode. Donc, ce que l'on a fait chez OV, en fait, on s'est intéressé aux traces GPS. Alors, les traces GPS, elles ont un intérêt parce qu'elles nous fournissent 3 types de données basiques. La première, c'est ce qu'on appelle un ID de terminal. Donc, alors évidemment, c'est anonymisé, mais on sait qu'un terminal donné qui va s'appeler XYZ va avoir pingé, et ça, c'est la deuxième donnée dont on dispose, à tel endroit. Donc, ce sont des coordonnées GPS de type XYZ. Et on va aussi avoir ce qu'on appelle un timestamp, c'est-à-dire qu'on sait que le téléphone X a pingé à tel endroit et à telle heure. Et donc ça, ce sont des données qu'on achète à des brokers. Les brokers collectent entre 150 et 350 coordonnées GPS par jour. Donc ça nous donne en fait un nuage de points assez précis. Et après, l'intelligence que l'on a développée chez OV consiste en fait, avec des modèles de data science, à nettoyer les données qui sont non pertinentes. Hein. Par exemple, on verrait quelqu'un se déplacer à 2000 km à l'intérieur de Nancy, il y aurait un petit sujet. Et surtout, l'intelligence que l'on a développée, c'est l'allocation modale. C'est-à-dire, à partir de ces nuages de points ou de coordonnées GPS, de dire que la personne était sans doute dans un bus, dans un tram, sur un vélo, dans une voiture, etc. Et ça, en fait, on utilise à la fois des données de voirie, des données de vitesse. Donc ça nous permet de reconstituer 3 choses.
La première, c'est le type de mode qui est utilisé. Donc, est-ce que je me suis déplacé à pied, en vélo, en voiture, en bus, etc. Ça me permet aussi de définir ce que sont les correspondances que vous avez faites. Est-ce que vous avez commencé à pied, puis pris un vélo en libre service, puis être passé dans le bus? Ça me permet aussi d'avoir des interconnexions sur les transports en commun et donc, au final, de reconstruire complètement ce que l'on appelle des matrices origine-destination, votre point de départ, votre point d'arrivée, combien de kilomètres vous avez fait, avec quel type de mode. Donc, une fois que vous avez ça, vous avez déjà beaucoup de cas d'usage potentiels parce que ça vous permet d'évaluer simplement déjà l'efficacité d'une politique de transport ou l'impact d'une modification. Vous êtes passé à la gratuité, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez d'un seul coup plus de personnes sur vos autres transports en commun? Mais ça permet aussi, et c'est un peu le sujet du jour sur la décarbonation, en appliquant des facteurs d'émission de CO2 à chacun des modes de transport utilisés, d'avoir une vision dynamique de l'empreinte carbone. Globalement, on utilise, nous, les données qui sont fournies par les littératures nationales, que ce soit l'ADEME ou que ce soit le service de données et études statistiques. Donc, on va prendre une part de haut le pied pour les transports en commun, on va prendre un taux de remplissage moyen des véhicules particuliers, on va prendre des émissions moyennes d'un parc de bus. Alors, souvent, les collectivités ou les métropoles sont capables de nous donner des informations plus précises. Donc, une fois qu'on a factorisé ça, on peut dire, voilà, photo de départ, X tonnes de CO2 produites par chacun des modes de transport, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an après, comment on a avancé par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Donc c'est vraiment une vision tout mode, dynamique, et qui permet en fait d'avoir en plus une restitution très visuelle, puisqu'on a un outil de data visualisation qui permet de filtrer sur un certain nombre de... Vous pouvez filtrer par mode, vous pouvez filtrer par un quartier particulier. Donc voilà, c'est une vision qui est beaucoup plus dynamique que ce que permettaient les anciens modes de mesure. Et du coup, encourager les comportements, en tout cas les identifier déjà pour une part. Et pour atteindre ces objectifs, justement, il faut pouvoir envisager d'aller dans un sens qui soit celui de la décarbonisation et donc pousser, encourager vers d'autres peut-être modes de transport. En tout cas, peut-être que vous avez des exemples à nous présenter pour qu'on puisse être vraiment dans le concret. Oui, alors c'est un deuxième métier que l'on a chez OV, et on pourrait y revenir plus tard, mais dans les différents leviers qui sont cités par la stratégie nationale bas carbone de la France, il y a un levier qui est important, qui est le report modal, donc qui est inciter les gens à se tourner durablement vers les transports en commun, vers des mobilités actives ou douces, vélo, marche à pied, trottinette, et ça passe notamment, je pense, par les calculateurs d'itinéraires. Donc on a un décret de loi qui est paru l'année dernière qui impose en fait à l'ensemble des calculs d'itinéraires du marché, qu'ils soient voiture, piéton, transport en commun, d'afficher l'empreinte carbone de chacun des déplacements. Donc ça, c'est quelque chose que l'on fait chez OV, pour Lille, Lyon, Rennes, Bordeaux ou l'Île-de-France Mobilité. Et donc en fait, quand on vous dit le trajet A, c'est peut-être le plus rapide, mais il va consommer X kilos de CO2, vous rajoutez un peu de marche à pied, un peu de vélo, vous allez réduire drastiquement votre empreinte carbone. Et donc c'est un bon moyen, en fait, je pense, d'inciter les gens à utiliser les transports en commun. Et puis, de toute façon, notre ADN chez Keolis, notre mission, notre job, c'est de développer des services de mobilité partagée. Ça ne s'arrête pas là parce que notre job, c'est aussi de gérer, je dirais, l'intégration ou le lien avec d'autres modes de transport. Donc, en fait, on est vraiment, notre cœur de métier, c'est le transport en commun et c'est favoriser l'interconnexion avec d'autres modes qui vont éviter l'usage de la voiture particulière. Alors, c'est moins vite, c'est pas beaucoup plus lent finalement, c'est moins vite et mieux, plus vertueux. Et accessoirement, ce n'est pas forcément moins vite parce que si je vous donne une petite anecdote, qu'elle soit sur Nancy ou sur Paris, on s'est rendu compte que très régulièrement, on se déplace beaucoup plus vite en vélo qu'en voiture dans les centres urbains. Voilà. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui dans la plupart des études que l'on fait. Alors même si on met de côté les travaux qui peuvent avoir lieu, puisque Patrick l'a rappelé, il y a beaucoup d'initiatives en cours, donc ça peut provoquer quelques embouteillages. Mais je pense que même durablement, en vélo, vous vous déplacez plus vite qu'en voiture. Parfait. Patrick, quelles sont les priorités à venir? Est-ce que vous pouvez nous les partager pour Nancy en particulier, évidemment, pour décarboner justement ces mobilités? Micro, s'il vous plaît. C'est de partir de l'idée, franchement, je pense qu'on est d'accord là-dessus. On a passé un cap sur la sensibilité qu'ont maintenant les personnes qui se déplacent sur les questions de l'environnement et de la pollution. Voilà. Mais bien souvent, on peut tomber dans la culpabilisation si on dit « ouais, vous ne faites pas ». Donc, il y a besoin de dire, on se sert aujourd'hui de cette prise de conscience pour dire il y a possibilité de se challenger les uns les autres, pour dire voilà comment, dans notre vie quotidienne, dans nos déplacements, dans nos itinéraires, on peut effectivement moins polluer. Et donc, cet outil de l'Observatoire des mobilités, pour moi, justement, ça devient un challenge pratiquement individualisé, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on calcule par rapport à différents modes de déplacement ce que ça consomme, ce que ça émet, et donc de dire,
vous avez des itinéraires, vous allez d'un point A à un point B, comment vous pouvez mieux optimiser votre déplacement pour faire en sorte qu'il soit le plus sobre possible, ça devient quelque chose d'intéressant. Donc il y a déjà cette prise de conscience. Et puis ensuite, une question pratique, c'est que franchement, on ne se déplace pas avec un seul mode. On peut même, y compris prendre sa voiture au départ, faire quelques kilomètres pour rejoindre un TER sur une gare et ensuite arriver à une ligne structurante dans une ville. On peut même se dire, j'arrive, je prends mon vélo, parce qu'on loue des vélos, et après on prend un autre mode de transport pour arriver à une arrivée plus fine ou l'inverse. Enfin bref, il faut bien se dire. Et puis on a des transports chaînés aussi qui nous posent problème, c'est que parfois les personnes font le déplacement le matin, ils n'en font pas un, ils en font deux, ils en font trois. C'est savoir comment on peut répondre en fonction des itinéraires de chacun, quel est le mode qui lui permet aujourd'hui d'être à la fois le plus rapide, en tout cas le plus sobre, voire allier les deux si c'est possible. Et ça, l'Observatoire des mobilités et la transcription immédiate, je dirais, des résultats qu'on peut obtenir dans les différents déplacements peut justement redonner une motivation supplémentaire à la fois à un groupe d'individus, à une commune ou à une métropole, et aussi aux individus eux-mêmes dans leurs déplacements. Merci beaucoup, Nicolas. On va se rapprocher de la conclusion. Peut-être que quelques éléments pour aller vers encore plus de décarbonation dans les transports, en l'occurrence, quelques leviers d'action que vous pouvez encourager les différents acteurs à actionner, justement. Ouais, oui, alors des leviers, il y en a 5 qui sont définis par la stratégie nationale bas carbone. Le premier, il consiste à maîtriser en fait la croissance de la demande de transport. Alors c'est un levier qui est intéressant, mais qui n'est pas évident à travailler. La première réponse, qui est assez immédiate et qui a beaucoup favorisé la pandémie de Covid, c'est le développement du télétravail, puisqu'elle va limiter en fait le nombre de déplacements. Le deuxième type d'action, ce serait de réduire la distance. Et là, c'est plus compliqué parce qu'on est plutôt sur des sujets, je dirais, d'urbanisation, parce que réduire la distance, ça veut dire travailler sur des bourgs ou des communautés de plus petite taille dans lesquelles vous allez trouver de la mixité fonctionnelle, c'est-à-dire l'endroit où vous travaillez, l'endroit où vous emmenez vos enfants à l'école, vous faites vos courses, vous vous divertissez. Donc c'est moins un sujet pour un opérateur de transport ou pour une filiale digitale. Le deuxième levier, c'est le levier du report modal. On en a parlé rapidement, c'est de faire en sorte qu'on se tourne durablement vers la marche à pied, vers le vélo, vers l'autopartage aussi, quand même. Le troisième levier d'action, c'est celui qui consiste à améliorer en fait, le taux de remplissage. Alors c'est vrai aussi bien dans les transports en commun, mais également dans les véhicules particuliers, puisque les véhicules particuliers, d'après les chiffres de l'ADEME, il y a en moyenne 1,4 personnes par véhicule particulier, ça fait quand même assez peu. Le quatrième levier, c'est d'améliorer en fait, la performance énergétique des véhicules. Alors il y a un objectif chiffré, puisqu'on voudrait qu'en 2030, un véhicule thermique particulier consomme 4 litres au 100. Donc il y a plusieurs types d'actions qui peuvent être menées. La première, c'est d'alléger la masse des véhicules parce que ça fait moins consommer les véhicules. Il y a un levier qu'on utilise beaucoup chez Keolis, c'est l'éco-conduite. On considère aujourd'hui que l'éco-conduite permettrait d'économiser entre 15 à 20% de carburant, quand même un levier important. Et il y a une autre mesure qui a fait beaucoup débat que j'ose à peine citer, qui est en fait la réduction de la vitesse sur le réseau routier et autoroutier. Bon, voilà, c'est un débat qui a été assez animé. Et le dernier levier, c'est celui qui consiste à décarboner l'énergie. Donc on peut parler ici de rétrofit. Il y a un objectif chiffré également, qui est de dire que d'ici 2030, on aura 35% des ventes de véhicules neufs qui seront des ventes de véhicules neufs qui ne seront pas des véhicules thermiques, donc qui seront des véhicules électriques ou hydrogène. Et à ce titre, il y a un exemple qui est assez intéressant, qui est celui de Dijon. Dijon est en train de développer des centrales de production et d'avitaillement d'hydrogène, mais pour faire de l'hydrogène, il faut de la chaleur, et pour cette chaleur, ils vont utiliser en fait l'incinérateur de déchets ménagers. Donc en fait, on est dans une courbe ultra vertueuse, puisqu'il n'y a pas d'énergie fossile, et avec cet hydrogène, on va pouvoir alimenter demain une flotte de camions poubelles ou une flotte de bus. Voilà, donc c'est vraiment ces 5 leviers qui sont vraiment des références. Alors après, il y a plein d'autres types d'actions qu'on peut mettre en œuvre, mais le transport a vraiment un rôle à jouer très important dans la stratégie bas carbone. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Nicolas Cosson, OV Keolis, Patrick Hatzig, vice-président Grand Nancy.